milliers d'années. Et il les chasse tous les jours pour beaucoup de mois. Et aussi, on fait ce truc-là avec la fossoterie. Ils ont commencé il y a 16 ans. Alors, vous savez que c'est un peu incroyable de penser que tous les requins vont se tromper. Aussi, car tous les fois, la distance entre la fossoterie et le bateau, c'est la même. Et puis, la vitesse, c'est-à-dire aussi le bruit du moteur, c'est toujours le même. Alors, je pense qu'il y a des autres explications, que n'est pas seulement que toutes les fois, les requins vont se tromper. Attention, quelquefois, aussi pendant l'autre saison, tu peux avoir 2 semaines où le requin n'est pas fait des sauts du tout sur la fossoterie, n'est pas sûr. Mais il ne fait pas comme ça tous les jours. Il le fait quand il le veut faire. Sur mon instant, vous voyez, les yeux, c'est blanc. Il y a raison, par exemple, et c'est que les palpebres des requins sont immobiles. Mais il y a des espèces de requins qui ont un troisième palpèbre qui s'appelle la membrane nictitante. Et par exemple, le peau bleu a ce troisième palpèbre. La troisième palpèbre va couvrir les yeux pour les protéger quand le requin est en train de chasser la proie ou quand est trop près d'un objet. Mais le requin blanc n'a pas une troisième palpèbre, a seulement 2 palpèbres immobiles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il va chasser, ou quand il y a quelque chose qui peut être un danger pour les yeux, il va tourner les yeux en arrière. Alors ce que vous voyez, c'est la partie latérale et postérieure des yeux. C'est pour protéger les yeux. Mais ça va causer un petit problème, car quand le requin va sauter, il ne voit pas. Et probablement c'est pour cette raison qu'il s'est passé pour 2 fois qu'un requin blanc allait sauter au-dedans d'un bateau de pêche. Et quand tu as un animal qui va peut-être avoir un poids d'une tonne ou une tonne et demie, mais pas très joli quand tu arrives sur ta tête. En effet, ils sont aussi morts de personnes. Mais ça a été la moyenne, comme ce comportement a été. Ça a été la moyenne, comme ce comportement a été découvert en façon plutôt dramatique. Une autre chose intéressante, c'est s'imagine, c'est un mâle. Pour beaucoup d'espèces de poissons, c'est difficile de distinguer entre le mâle et la femelle. Pour les requins, c'est très facile. Nous pouvons dire que c'est un mâle, et aussi c'est un mâle mature, car ces organes, ce sont des organes copulatoires. Et en particulier, on voit qu'il s'agit de cet organe copulatoire qui s'appelle ptérygopodes. Les ptérygopodes sont longues, c'est mature, et aussi on peut voir que c'est mature pas seulement car ils sont très longues, aussi car ils sont très durs, car ils deviennent calcifiés. J'ai déjà parlé trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il devient calcifié. Quand il atteint la maturité sexuelle, il devient calcifié. Il va devenir, à cet âge, il va devenir à peu près 3
mètre 80 cm, 4 mètres, il va être sexuellement mature. La femelle va arriver à 4 mètres et demi à peu près quand elle est sexuellement mature. Et vous savez aussi que le requin blanc peut arriver au moins à 6 mètres, 60 cm de long. Les requins blancs de la Fosse Bay sont entre les plus grands requins de toute l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que la dimension, la taille moyenne, c'est de 3 mètres 20 à 4 mètres. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez aussi voir des spécimens de 4 mètres et demi. Le plus grand que nous avons vu pendant les 12 expéditions que nous avons eues dans ces 4 années, c'était 5 mètres, mais c'est très très rare de voir des spécimens aussi grands. Et la reproduction, c'est très particulier dans les requins, car la reproduction est particulière du sens que les requins a besoin de beaucoup d'années pour arriver à la maturation sexuelle. Pensez qu'il s'agit de 10 ans, 12 ans pour arriver à la maturité sexuelle. Et après, la gestation, c'est très très long. Pour les requins blancs, c'est plus de 12 mois. Quelqu'un pense aussi 16 mois, mais au moins 12 mois. Et à la fin, la femelle va pâturer entre 2 et 17 requins blancs. Ce ne sont pas beaucoup, car si vous pensez aux mammifères, il peut sembler qu'il s'agit de beaucoup de petits, mais vous devez penser qu'il s'agit d'un poisson. Et pour les poissons, pour beaucoup de poissons, nous avons des centaines ou des milliers de petits qui sont pâturés tous les fois. C'est-à-dire que pour un poisson, toutes ces caractéristiques de la reproduction font les requins blancs très vulnérables. Les requins en général, les requins blancs en particulier. Et nous avons dit le long temps de la maturation sexuelle, la longue gestation et le fait qu'il produit peu de petits. C'est-à-dire qu'ici, les êtres humains vont faire de la pêche au requin blanc dans un certain endroit, la population va être détruite aussi si la pression de pêche est plutôt petite. Alors nous étions en train de dire que c'est sûr que quelquefois les requins blancs peuvent se tromper et croire que la fosse otarie c'est un vrai otarie. Et aussi car quelquefois la visibilité sous-marine c'est seulement 1 mètre ou 2 mètres. Et quand il voyage à 50 mètres de vitesse, ça peut passer, bien sûr. Mais il y a aussi une autre hypothèse que c'est beaucoup intéressante. Et je crois que cette hypothèse est parfaitement vraie. Et c'est que le requin blanc, beaucoup de fois, est en train de jouer, ou si vous préférez, de faire de la pratique de chasse. Par exemple, si vous avez à la maison un chat, qui a un chat à la maison? Petit chat de lion. Et le chat, vous pouvez lui montrer un petit souris, un faux souris. Il est très content de jouer, de le suivre comme ça, non? Et il va courir, il va essayer de le prendre. C'est une stratégie de chasse. C'est un instinct qui lui dit tu dois jouer comme ça, car avec ce genre de jeu, tu vas devenir plus capable de chasser ta proie. Et qu'est-ce que se passe? Mon Dieu, c'est terrible. Et qu'est-ce que se passe? Mais pour les requins blancs, quelque chose comme ça peut être très possible que ça se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant, un chercheur de requins, qui s'appelle Ralph Collier. Et Ralph Collier a dédié beaucoup d'années à l'étude des requins blancs et des interactions des requins blancs avec les êtres humains. Et il y a quelques années, il a publié un très grand travail
sur la prédation, mais surtout sur les attaques aux êtres humains, sur la côte des États-Unis du Pacifique. Et il a vu que la plupart des fois, les gens qui étaient attachés par les requins blancs ne voyaient pas les requins avant son arrivée. C'est-à-dire qu'il attaque par surprise, exactement comme il fait pour les otaries. Mais l'autre chose intéressante, c'est que la plupart des fois, les gens n'ont pas été tués. Si on voit les très rares cas où le requin blanc va attacher les êtres humains, très très rares, hein? Pas nombreux, très très rares. Aussi où il y a plus de requins blancs, comme par exemple à False Bay, c'est très très rare. Mais quand ça passe, il se passe presque jamais que le requin blanc va manger l'être humain. La mortalité est plutôt élevée, on parle de 25%, mais la gens qui va mourir quand elle est attachée, c'est presque toujours car elle va perdre beaucoup de sang, ou peut-être la jambe, la main, le bras. Mais le requin blanc va presque jamais manger la personne. Alors, l'hypothèse de Ralph Collier, de ce chercheur de requins californien, c'est que le requin blanc, dans la plupart des cas, est en train de faire un jeu, en train de s'exercer pour devenir plus prêt, pour devenir un prédateur meilleur, pour essayer de différentes tactiques de prédation. Et il fait comme ça, pas seulement avec les êtres humains, mais beaucoup plus souvent, il va le faire avec des autres animaux. Par exemple, en Californie, le requin blanc va attacher beaucoup de fois, très souvent, les lontres marines. Quand il va attacher les lontres marines, beaucoup de fois, il va les tuer. Mais il ne les mange presque jamais. Alors les chercheurs allaient trouver beaucoup de fois les lontres marines tuées sur la plage en Californie. Beaucoup, on parle aussi de la 20% de la mortalité des lontres en Californie. Mais c'est très rare qu'il y ait une morsure qui coupe la lontre marine. Et vous savez que la lontre c'est petit. Beaucoup de fois, il y a seulement des petits trous. Et en voyant avec le microscope les os de l'ontre, ils ont trouvé qu'il y avait des petites pièces de dents de requin blanc ou des dents des os de l'ontre. Alors, comme c'est toujours, il est en train de faire un exercice, mais pas de vouloir manger de l'ontre. Et il ne les mange jamais. Une chose comme ça se passe aussi en Sud-Afrique avec le pingouin. Le requin blanc va attacher quelquefois le pingouin et il ne les mange pas. En général, il va essayer d'attacher les oiseaux marins, quelquefois, mais c'est très rare qu'il va les manger. Alors, s'il fait quelque chose comme ça avec les êtres humains, avec les lontres marines, les pingouins, pour quelle raison nous ne pouvons pas penser qu'il fait la même chose avec la fausse sauterie? Alors, pour lui, c'est un exercice probablement. Dans les autres cas, ils ont aussi examiné que si tu mets une caméra au-dessus de l'otarie, tu peux voir quelquefois le requin qui arrive avec le museau, il va contrôler et puis il s'en va. Va contrôler et puis il s'en va. Dans ces cas-là, tu es sûr qu'il a essayé de voir de quoi s'agit et puis il a décidé que ce n'est pas mangé, alors ce n'est pas. Mais dans des autres cas, il va attacher tout directement et tu ne sais pas. Il veut le faire ou il s'est tout simplement trompé. Je pense que quelquefois il se trompe et quelquefois il décide d'attacher. Aussi car quelquefois tu as des spécimens de requins qui vont attacher plusieurs fois la fausse sauterie dans le même jour. Et en tout cas, c'est incroyable. Les requins blancs vont sauter dans cette région-là, aussi car autour de l'île, il y a une part de l'île qui va descendre vite
c'est-à-dire qu'il y a le juste endroit où il peut nager en profondité pour prendre la recul et aller très très vite en partant de 17 mètres de fond pour aller arriver à la surface avec une grande vitesse. Et toutes ces régions-là, c'est autour de l'île et c'est un moyen parfait pour pouvoir chasser. Mais bien sûr, le fait que le requin blanc va utiliser cette technique dans cet endroit et pas dans des autres endroits, c'est très sûrement aussi un fait culturel. C'est-à-dire que dans ces régions-là, les requins blancs s'imitent l'un avec l'autre. Ils voient les autres requins qui utilisent cette tactique prédatoire et des autres requins qui n'ont jamais utilisé cette technique vont l'imiter. Ça, très, très, très intéressant. Mais aussi dans le passé, a été démontré que le requin blanc est capable d'apprendre, est capable de changer les tactiques de prédation. Ce n'est pas seulement une machine pour tuer comme il a été décrit pour beaucoup d'années. Maintenant, on dit toujours que nous ne savons pas beaucoup de choses sur les requins, qu'il faut tout à découvrir. Je pense que maintenant, ce n'est plus vrai ça. Nous savons beaucoup de choses sur les requins. Il y en a beaucoup encore à apprendre, mais dans ce moment, notre connaissance de requin est devenue très grande. Et il y a des différents endroits sur la côte sud-africaine où vous pouvez voir le requin blanc. Pour quelle raison j'ai choisi d'aller à False Bay et pas, par exemple, à Gans Bay ou à Mossel Bay? Gans Bay, c'est la première place où ils ont commencé à faire la plongée dans la cage, mais il y a beaucoup d'opérateurs, mais c'est beaucoup plus touristique, c'est-à-dire que les bateaux sont plus grands, les sorties en mer sont plus courtes. C'est bon, hein? C'est très très bon, mais je pense que c'est plus adapté pour les touristes moyennes qui veulent seulement aller faire la plongée dans la cage. Il y a bien sûr des bons opérateurs, mais et aussi pour ce qui concerne Mossel Bay c'est plus loin, c'est plus difficile pour arriver, et les requins blancs sont très plus petits. C'est-à-dire que si je prends en considération toutes les caractéristiques du comportement des requins, la durée de la sortie, et la commodité de place, aussi la beauté de la côte, la False Bay, c'est bien sûr la meilleure destination pour tout le monde qui est intéressé à voir les requins blancs. En tout cas, quelquefois, se passe que pendant les expéditions, il y a un mauvais temps, la mer n'est pas bonne pour sortir dans la False Bay. Alors, quelquefois, se passe qu'ici, il y a la possibilité, dans ces jours-là, nous allons sortir à Gans Bay avec un autre opérateur avec lequel nous collaborons. Mais ce sont des cas uniques, plutôt. Nous faisons toutes nos sorties dans la False Bay. Et ça, c'est la seconde partie de la sortie. Et il y a aussi la troisième partie de la sortie. La troisième partie de la sortie, bien sûr, c'est la partie qui est plus intéressante pour beaucoup de monde. C'est-à-dire se plonger avec le requin blanc, se plonger dans la cage. C'est devenu très très commun de voir des images des gens qui font la plongée avec le requin blanc aussi au dehors de la cage. Ah, ça c'est intéressant, c'est un petit dent. Nous utilisons, je vous dis, la fausse otarie, c'est fait de néoprène, c'est en plastique, c'est-à-dire c'est morbide et ne va pas damager les dents. Il y a des opérateurs qui utilisent un fausse otarie qui est dure et quelquefois elle va damager les dents. Dans ce cas-là, il est très très rare qu'il se passe qu'un dent remène au-dedans de l'otarie, comme c'est passé dans ce cas-là. Dans 4 ans, c'est le seul cas que j'ai vu. Et je pense que dans ce cas-là, en particulier, les dents étaient prêts pour tomber. Car vous savez que le requin blanc va changer tous les dents chaque quelques mois.
C'est-à-dire que c'est normal pour les requins blancs de perdre les dents, pas seulement quand les dents sont cassées. Il va changer les dents pour toute la vie. Mais c'est important en tout cas d'utiliser un fossotarine morbide, car si tu l'utilises dur, le requin blanc va se casser les dents, et puis il faut attendre plusieurs mois avant que les nouveaux dents vont en place. La troisième partie, c'est de voir le requin près du bateau et de les voir dans la cage. Alors ça, c'est le cham. Le cham, c'est une mixture de poissons, de petites pièces de poisson, de sang de poisson, d'huile de poisson. Il y a des opérateurs qui vont utiliser des tonnes de cham. Tu n'as pas besoin de tonnes de cham, le requin, c'est là-bas. Alors tout simplement, en petite quantité. Ce que nous faisons, en réalité, c'est tout simplement de mettre dans la caisse les têtes de thon ou des autres parties que nous utilisons comme appât et de mettre un poteau de mer dans la même boîte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cham, mais nous utilisons comme cham aussi l'appât. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour utiliser des moyens qui ne sont pas invasifs, c'est une bonne chose. Le requin blanc, en tout cas, va arriver vitement près du bateau, quelquefois. Quelquefois, il faut attendre. Il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il faut un peu de patience, toujours. Pour ces raisons-là, il y a aussi des opérateurs, surtout dans le passé, qui utilisaient pour appât de la chair de requin. Ça, ce n'est pas bon du tout. Car vous savez que beaucoup de populations de requins dans tout le monde sont en train de disparaître. Alors tu ne peux pas parler de conservation et puis tu vas utiliser les requins comme appât. C'est une bêtise, c'est vrai. Mais les requins blancs ont dans sa diète beaucoup des espèces de requins. Il aime beaucoup la chair de requin. Et si tu utilises le foie de requin en particulier, le requin blanc va arriver tout de suite. C'est-à-dire que tu peux faire aussi peut-être 3 sorties dans la journée. Tu peux faire plus d'argent. Mais ce n'est pas bon. Aussi car cet opérateur-là disait, mais il n'y a pas de problème car dans tout cas les pêcheurs vont tuer les requins. Alors il n'y a pas de problème si je vais utiliser les foies de ces requins-là qui sont déjà tués. Mais ce n'était pas vrai, car c'était le fait qu'il y avait des opérateurs qui utilisaient les foies de requins qui avaient poussé les pêcheurs locaux à tuer les requins. Il avait créé un marché qui n'existait pas. Maintenant, tous les opérateurs n'utilisent plus les requins comme appât. Mais je pense, je crois, et je ne suis pas le seul, que quelques opérateurs continuent à utiliser des foies de requin dans les chams. Les chams, c'est une mixture. Alors, tu ne vois pas ce qu'il y a au-dedans. Un autre bonne raison pour choisir avec attention l'opérateur. Ça, c'est Monique qui est en train de travailler sur la pâte. C'est très important que le requin n'est pas nourri. Très, très important. Car quand tu travailles avec les animaux sauvages, tu ne dois pas aller modifier les comportements naturels, les comportements de prédation des animaux. C'est très important. Car si tu donnes à manger tous les jours à requin, alors ils peuvent aussi s'arrêter de chasser. Tu vas modifier les comportements. Alors c'est important que tu utilises peu d'appât. Et l'appât que tu vas utiliser ne doit pas contenir beaucoup de muscles, beaucoup de gras, car si quelquefois, et il se passe, le requin réussit à prendre l'appât tout seul ne doit pas satisfaire la faim du requin. C'est-à-dire qu'il va continuer à chasser. Et vous savez, l'attaque pour surprise sont très très vite. Quelquefois, c'est vraiment difficile de tenir l'appât loin de la bouche du requin. Pour ces raisons-là, c'est fondamental d'avoir des gens qui travaillent très bien sur le bateau, qui ont une grande expérience. Très très vite. Et là, rappelez que les os sont très torbides. La visibilité, c'est pas bon.
Tu vas utiliser des lunettes avec des lenses spéciales tout le temps, car autrement tu ne vas pas voir le requin quand il arrive. Et aussi, quand il se passe que le requin va prendre la patte dans sa bouche, il faut que la personne qui est en train de manœuvrer la patte a l'expérience nécessaire pour prendre la patte de la bouche du requin. Et quelquefois, aussi, il va faillir, mais ça doit passer seulement peu de fois. C'est très très important, car si les personnes ne sont pas capables de faire ça, le requin va manger la patte tout le temps. Il faut se dire que beaucoup de requins qui viennent près du bateau ne sont pas très intéressés à manger. Beaucoup de requins viennent pour jouer, et tu vois la différence. Beaucoup de fois, Punas ou des autres garçons qui vont travailler sur le bateau vont nous montrer qu'est-ce qu'il se passe. Le requin peut-être qu'il va réussir à prendre la patte et nous montre qu'ils vont tenir les cordons avec seulement 2 doigts, car le requin, dans ce moment-là, n'est pas intéressé à prendre réellement la patte ou à manger, seulement avec 2 doigts. Et le requin peut-être c'est un spécimen de 4 mètres. Des autres fois, c'est différent. Il faut essayer très fort. Mais ça dépend par le spécimen, car chaque spécimen a un comportement différent. Vous voyez que la mâchoire supérieure n'est pas articulée, étroitement avec le reste du crâne. Alors il est très mobile. Et chaque spécimen a son comportement, quelquefois très très différent. Et beaucoup de spécimens, nous les connaissons très bien, ils viennent près du bateau pour jouer, plus que pour manger. Alors il y a des spécimens qui vont toujours sauver la journée, aussi quand peut-être des autres spécimens ne viennent pas. Tu es plutôt désespéré, peut-être que tu vas attendre pour 4 heures, rien ne se passe, et puis il arrive un de notre ami que nous connaissons très bien. Car aussi, une chose importante que nous faisons toujours est de collecter des données. Toutes les rencontres sont enregistrées. S'il y a des signes particuliers sur les requins qui nous permettent d'identifier les singuliers spécimens, les comportements, les prédations, tout est enregistré. C'est-à-dire que tout le monde qui va participer à l'expédition ou aussi à les singulières sorties va aussi donner un aide important pour faire cette collecte de données qui va durer maintenant pour 16 ans. Hein. Ici, vous voyez par exemple pour la pâte, beaucoup de fois on utilise cette espèce-là qui s'appelle le snook. Snook. Le snook c'est très semblable au barracuda et dans la baie c'est très très commun. Il y a des pêcheurs qui vont pêcher seulement snook. Il met la maison en mer, elle fait comme ça, elle prend beaucoup de snook, car il se mouve dans des très très grands groupes de milliers d'individus, et c'est très très commun. La chair, c'est pas fantastique, mais bien. Et vous voyez les grands dents triangulaires qui sont typiques de l'espèce, avec ces très grands dents triangulaires, il va aussi couper les os des dauphins. Les os des otaries. En Méditerranée, où il n'y a pas des otaries, oui, il y a la phoque moine, mais c'est très très rare. Et en Méditerranée, le requin blanc va manger surtout les dauphins, les espadons, les thons et les tortues marines. C'est-à-dire que dans des différentes régions géographiques, la diète peut changer un peu ou peut changer beaucoup. Une chose intéressante, vous voyez, les yeux qui sont renversés. Une chose intéressante, c'est aussi ce qui se passe quand le requin s'arrête de manger les otaries. Qu'est-ce qu'il fait? Il change la diète. Dans la False Bay, il change la diète. C'est-à-dire que à septembre, octobre, le vent change, la courant change dans la False Bay. Il commence pour des semaines très fort vent qui va pousser la masse d'eau près de la côte et il va pousser tous les planctons de la région près de la côte
C'est-à-dire que aussi tous les poissons vont près de la côte. Et alors, si le requin blanc va suivre le mouvement des poissons, il va près de la côte. Il n'est plus à Seal Island, il va près de la côte. Et c'est la période quand le printemps commence. C'est la période où tu vas trouver beaucoup de gens qui vont nager, vont faire du kayak, vont faire du surf, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Car tout le monde dans ces régions-là est très bien informé et ils savent que le requin blanc c'est un élément naturel fondamental de la région pour la chaîne alimentaire. Et il n'y a pas de mauvais sentiments. Aussi, si quelquefois il y a une attaque, en moyenne il y a une attaque chaque année dans la baie. Et la plupart des fois, il s'agit de surfeurs. Mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est étonnant de voir la différence avec la Méditerranée. Je vois que tous les années, il se passe que, par exemple, en Italie, il y a un peu bleu qui vient vu sur la plage, non? Peu bleu, petit, peut-être 1,5 mètre. Mon Dieu, tout le monde devient fou, non? Tous les journaux, oh, un requin, qu'est-ce que se passe? Le requin en Italie! L'ignorance, c'est un mauvais texte, non? Et dans ces régions-là, c'est complètement différent. Bien sûr, il y a bien sûr quelques personnes qui disent qu'ils l'aident, qui n'aiment pas les requins, mais la plupart du monde accepte la présence des requins. Et c'est la région qui est la plus importante territoire de prédation de requin blanc dans tout le monde. C'est intéressant ça, hein? Les villages de Muizenberg, c'est près de Simonstown, 20 minutes de Simonstown, c'est très important pour le surfeur. Et chaque jour, pendant l'été, il y a des centaines de surfeurs qui vont faire du surf dans cette région-là. Et c'est la même région où tu as beaucoup de requins qui viennent très proches de la plage. Quelquefois aussi à 2 mètres d'eau. Requins de 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres et demi, 5 mètres de long. À 2 mètres d'eau, 3 mètres d'eau. C'est normal. Et les gens savent que c'est normal. Ils acceptent la présence des requins. Quelquefois, ils viennent à la surface et te regardent comme ça, très curieux. Ce sont des moments merveilleux. Hein? Et quelquefois, il va aussi mettre la tête au dehors de l'eau pour te regarder mieux. Un peu comme fait aussi l'orque. C'est un comportement qu'on ne va pas observer dans beaucoup des espèces de requins. Hein? Comme ça. Vous voyez aussi les ampoules de Lorenzini. C'est un organe qui va sentir, va entendre les petits champs électriques que chaque organisme vivant va mettre. Car vous savez que notre système nerveux fonctionne sur une base électrique. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une proie qui est cachée sous la sable, il va entendre la présence de la proie. Ou, par exemple, s'il va chasser à la nuit, quand il n'y en a pas de lumière du tout, dans les derniers moments, quand il est très proche de la proie, il va sentir la présence de la proie. Et c'est aussi un organe important pour s'orienter, car il va entendre les champs géomagnétiques terrestres. Bien sûr, un partie très important, nous avons dit, c'est la plongée dans la cage. La plongée dans la cage, tout le monde la peut faire, car en Sud-Afrique, on n'utilise pas de bouteilles. C'est-à-dire que tu ne dois pas être un plongeur pour te plonger dans la cage. La cage va rester à la surface tout le temps. C'est-à-dire que tu mets la tête dans l'eau, comme ça, et tu vois le requin, et tu peux respirer encore. Ça va durer plus de 2 secondes seulement. Vous voyez, les garçons sont très heureux, non? Très important de ne pas mettre les mains ou les pieds au dehors de la cage. Hein? Il y a aussi un moyen pour se tenir, non? Ici. Bien sûr. Et les bonnes cages n'ont pas une fenêtre trop grande. C'est-à-dire que si le requin veut mettre le museau dans ces fenêtres, c'est possible, mais il ne doit pas mettre la tête. Tu as bien
La bouche doit rester au dehors. Mais dans tout cas, c'est très rare que le requin va montrer quelque intérêt pour la cage. Vous avez vu beaucoup de fois le requin qui va mordre la cage dans des documentaires ou des photos. Mais attention, beaucoup de fois, ce comportement est provoqué. Car il y a des opérateurs, c'était plus commun en temps, mais il y a encore quelques opérateurs qui le font, qui vont mettre la patte juste devant la cage. Ce n'est pas bon du tout. Si tu mets la patte devant la cage, c'est possible que le requin va contre la cage. Il se peut faire du mal. Nous avons dit qu'il peut voyager aussi à 50 km/h. Et aussi, beaucoup de fois, la visibilité, ce n'est pas bon. C'est dangereux pour les personnes, pour les plongeurs de la cage, c'est dangereux pour les requins. Les bons opérateurs ne mettent jamais la patte contre la cage. Je suis allé beaucoup de fois dans la cage. Vous pouvez imaginer, mais je n'ai jamais eu le requin qui a mordu la cage ou a essayé d'entrer dans la cage. Une autre chose, peut-être vous avez vu que quelquefois le requin va mettre le museau dans la cage. Aussi, ces choses-là, ça peut passer pour la raison que la patte était mise trop proche de la cage, contre la cage. Mais quelquefois, c'est aussi le résultat d'utiliser les foies de requin comme appât ou comme chambre. Car quand il y a l'utilisation du foie de requin, quelquefois le requin devient fou. Le comportement n'est pas très naturel. Et vous voyez aussi les petites blessures, les signes qu'il y a sur le museau tout le temps. Ce sont causés par les otaries, qui se défendent avant de mourir. Mais quelquefois, vous voyez des signes beaucoup plus sérieux, qui sont les résultats de requin qui va contre la cage. Ça ne doit pas se passer. Alors vous voyez que c'est important de choisir les justes opérateurs qui travaillent dans une façon écologique. Les personnes qui vont sur le bateau ou dans la cage doivent être sûres, mais aussi les requins doivent être traités tous les fois avec beaucoup de respect. Je pense que ça, c'est la priorité toujours, si tu veux travailler avec des animaux sauvages. Vous voyez qu'il a pris la part, mais toujours il est très délicat. Beaucoup de fois, il est très délicat. Oui, pas toujours. Ça dépend du spécimen et de la journée. Mais c'est important que ça ne se passe pas souvent. Et encore, que aussi quand il prend la part, la personne ne lui laisse pas la part. Bien sûr, quelquefois, il se passe qu'il mange la part, mais ça doit passer très peu de fois. Et aussi, pour ces raisons-là, pour ces faits-là, il y a beaucoup de différences entre différents opérateurs. Vous voyez que dans ce cas-là, il y a une bonne visibilité. Quelquefois, tu peux aussi avoir une visibilité de 8 mètres, 10 mètres à False Bay, mais c'est plutôt peu commun. La plupart des fois, tu auras entre 3 et 4 mètres. Si tu as 5 ou 6 mètres, tu as de la chance. Alors, nous avons dit que le requin blanc est très vulnérable, surtout pour ses caractéristiques de reproduction. Et heureusement, maintenant, il y a beaucoup de nations qui ont déclaré l'espèce protégée. En France, c'est protégé, en Italie, c'est protégé, dans la Méditerranée, c'est protégé dans tout entier, mais aussi, il y a encore des requins qui sont tués. Par exemple, vous pouvez avoir vu les vidéos récentes en Tunisie, ça passe plutôt souvent. Et ils vont dans la cage de thon, ils vont être encore tués, aussi aujourd'hui, aussi ils sont protégés. Et en Sud-Afrique, heureusement, l'espèce a été déclarée protégée pour premier, c'est-à-dire que ça a été la première nation qui a déclaré l'espèce protégée. Ils ont compris, intelligents, que le requin blanc ne vaut plus quand il est vivant, quand il est mort. Et ça, c'est très important. Car vous savez, beaucoup d'êtres humains vont raisonner seulement en pensant aux argents. Eh bien, nous pouvons penser aux argents, nous pouvons penser aussi à requin blanc comme une source économiquement importante, ça c'est bon, mais la chose importante, c'est de trouver toujours une façon de le protéger. En Sud-Afrique, la chose marche bien, il est protégé. Il y a encore des chasseurs
des pêcheurs qui essaient, surtout des pêcheurs sportifs, qui essaient de capturer, de tuer les animaux. Mais j'espère que ça va changer. Mais ils ne sont pas beaucoup de cas. Mais c'est triste de voir que ça passe encore, bien sûr. Mais en tout cas, pour les Sud-Afrique, il semble que maintenant la population c'est plutôt stable. Et en Méditerranée, la population est diminuée beaucoup. Seulement dans les derniers 20 ans, 15 ans, vous pensez qu'on a eu une diminution d'à peu près 40%. C'est beaucoup. Et je pense que c'est autour de 90% si nous allons la comparer avec, par exemple, les débuts du XXe siècle. Et ça, c'est une situation très grave dans tout le monde. Alors, il y a peu d'endroits où vous pouvez encore voir un bon nombre de requins blancs. Et le Sud-Afrique, c'est encore le mieux, je pense. J'espère que la situation ne va pas changer, mais c'est très dangereux, car si tu vas détruire les requins blancs dans les autres pays, vous avez vu peut-être ce qui se passe maintenant aussi en Australie occidentale, où il y a eu des surfeurs qui ont été tués, et maintenant le gouvernement dit qu'il faut tuer les requins blancs. C'est absurde, aussi car l'Australie était une des premières nations à protéger les requins blancs. Si aussi les nations qui protègent les requins blancs commencent à les tuer, c'est la fin. Et aussi les requins blancs se mouvent. C'est-à-dire que si tu vas tuer les requins blancs en Australie, tu dois manger sur la population en Sud-Afrique. Et vous voyez, c'est comme un enfant, non? C'est petit. Et maintenant, je peux dire que j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Si quelqu'un a des questions à faire, je suis heureux de vous répondre. Mais après, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'acheter mes livres. Il y a Les parfaits prédateurs, c'est un livre de biologie des requins. C'est un livre spécialistique, mais expliqué dans une façon que tout le monde peut comprendre. Mais en réalité, c'est un livre spécialistique, surtout sur la prédation, les tactiques de prédation. Et l'autre, qui est, je peux dire que c'est bon pour tous, c'est un livre qui est seulement photographique. C'est une collection de 100 photos meilleures que j'ai prises dans ces 4 ans d'expédition. Ça va coûter 18 €. Et l'autre livre de biologie va coûter 25 €. Fin de la publicité. Et si quelqu'un a des questions posées, je suis heureux de répondre. Si vous avez encore de la patience. Et je n'ai pas marqué les requins. Ça, c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de discussions à propos du marquage des requins maintenant. Et je dois dire que maintenant, il y a beaucoup de pratiques de marquage très invasives. Je ne suis pas du tout d'accord et je prends chaque occasion de dire ce que je pense sur ce sujet-là. Car le marquage, c'est très utile, a été utilisé maintenant pour des dizaines d'années pour collecter des données très importantes. Et surtout, il a été utilisé un type de marquage qui s'appelait spaghetti tag. Spaghetti tag, c'est-à-dire un petit marquage, petit marque qui va être inséré à la base de la nageoire dorsale du requin. Et c'est très simple. On va collecter les données sur les requins et après, quand le requin va être capturé encore, tu vas collecter de nouveau les données, va comparer les données. Et c'est très basique. Il faut que tu marques beaucoup de requins pour avoir un retour des données, car beaucoup que tu vas marquer ne sont plus recapturés. C'est-à-dire que si tu vas marquer des centaines de requins, alors tu as un retour des données. Autrement, tu ne peux pas penser de marquer de cette façon 10, 20 requins ou 30 requins, car peut-être que tu n'auras aucun résultat. Maintenant, il y a beaucoup d'utilisation avec les marquages satellitaires. Le marquage satellitaire, c'est bon. Peut être utilisé le marquage satellitaire aussi avec une façon semblable. Nous avons décrit, c'est-à-dire de mettre le marquage à la base de la nageoire dorsale. Je comprends que c'est un petit peu invasif, mais c'est petit les niveaux d'invasivité. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est les choses qu'ils tendent de faire maintenant beaucoup d'équipes, des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils vont placer des boulons sur la nageoire dorsale. Ils vont fixer d'une manière très étroite des gros
tags satellitaires, des grandes marques satellitaires qui vont envoyer des données, non, avec les satellites dans une façon semblable à l'autre moyen de marquage que nous avons décrit, de mettre à la base de la nageoire dorsale, mais de mettre sur la nageoire dorsale avec des boulons dans une manière très invasive et toujours, presque toujours faisant des choses comme prendre le requin à la maison, et rendre le requin presque inactif, presque mort avant de le prendre au dehors de l'eau, le laisser au dehors de l'eau pour 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis les lasser, mais avec aussi beaucoup de perplexité pour ce que peut être le résultat final de ce que tu vas obtenir, car tu dois penser que quand tu vas soumettre un requin à un marquage ainsi violent, tu ne peux pas être sûr que le comportement sera le même avant. Alors tu vas utiliser un niveau d'invasivité qui à la fin peut avoir des résultats très négatifs sur les mouvements des requins aussi. C'est-à-dire que tu vas tracer les mouvements du requin, donc tu vas modifier les mouvements. C'est fou, car bien sûr tu es intéressé à enregistrer, à contrôler, étudier les mouvements normaux, pas les mouvements modifiés. C'est-à-dire que par exemple nous avons vu que quand tu vas utiliser des moyens de marquage très invasifs, les requins, la première chose qu'ils font, c'est de s'éloigner de la région où ils ont été marqués. C'est-à-dire que tu vas modifier le mouvement des requins. Beaucoup de ces chercheurs vont dire oui, mais après quelques semaines, le mouvement retourne normal. Tu ne sais pas. Tu sais que le mouvement était modifié. Qu'est-ce qui se passe après? Tu ne sais pas si c'est normal ou pas. Ça, c'est une des critiques qu'on pouvait faire. Mais dans tout cas, aussi, je pense que tout ce qu'on doit faire sur les animaux dans leur état naturel, doit être pas invasif du tout. Et il y a toujours la possibilité de choisir des autres moyens de trucs. Il y a toujours des moyens. Mais le problème grand, c'est qu'avec ces moyens-là, tu vas obtenir beaucoup de données dans un bref délai de temps. Tandis que collecter les données avec des moyens qui ne sont pas ainsi invasifs ou ne sont pas invasifs du tout, beaucoup de fois va demander beaucoup de temps. Alors, tous ceux disent qu'ils le font pour la recherche, ils disent qu'ils le font pour la science, ils disent qu'ils le font pour la conservation, mais c'est trop facile de dire comme ça. Dans tout cas, nous voyons que ces méthodes sont très intéressantes pour les documentaires, très intéressantes pour la télévision, sont très intéressantes pour faire beaucoup d'argent et aussi pour faire beaucoup de carrières pour beaucoup de chercheurs. C'est-à-dire que la question, c'est très compliqué. Mais je suis toujours pour choisir des moyens qui ne sont pas invasifs. Mais je sais que beaucoup de chercheurs ne font pas ce genre de choix-là. Je voulais savoir si sur une même expédition, d'une semaine, mettons, vous avez pu voir 2 fois le même individu parce qu'il avait... Oui, beaucoup de fois. Et presque dans chaque expédition, le groupe va s'attacher en particulier à un ou deux spécimens, car il y a des spécimens qui peut-être vont revisiter les bâtons tous les jours, presque tous les jours. Ça se passe très souvent. C'est-à-dire que tu as des spécimens qu'on connaît bien, qui vont venir tous les années à Seal Island, ou ils vont rester dans la région tout le temps. Mais il y a aussi des spécimens qui vont visiter la région peut-être une fois, 2 fois, ou peut-être on voit un spécimen qui a vu seulement il y a 2 ans. C'est différent. Il y a des spécimens qui reviennent ou qui retournent périodiquement. Il y a des spécimens qui vont venir et tu ne les vois plus. Mais se passe très souvent que pendant la même expédition, tu vas voir beaucoup de fois les mêmes spécimens. Et est-ce que le même spécimen a déjà attaqué plusieurs fois votre fausse cible, la fausse otarie? Excusez-moi? Est-ce que vous avez déjà eu un même spécimen qui a attaqué plusieurs fois votre fausse otarie? Ah oui, et quelquefois aussi, se passe pendant la même matinée. J'ai vu les mêmes requins
qui a attaché 2 fois la même matin la fausse otarie. Et bien sûr, il y a des spécimens qui sont plus intéressés à jouer avec la fausse otarie. Et beaucoup de fois, je me suis aperçu que les spécimens qui vont sauter sur la fausse otarie, beaucoup de fois, sont les mêmes spécimens qui vont visiter plus souvent les bateaux et qui vont montrer ce genre de comportement de jeu aussi avec la pas ou avec la fausse otarie près du bateau. Car beaucoup de fois, nous utilisons la fausse otarie aussi près du bateau, ensemble à la pas. Quelques requins sont intéressés, beaucoup de requins ne sont pas intéressés. Une chose intéressante, c'est que aussi, quand tu vas utiliser la fausse otarie près du bateau, tu vois qu'il y a des spécimens qui sont intéressés à jouer et ne sont pas en train de penser que c'est la vraie otarie. Quand ils vont visiter le bateau, ils vont contrôler la fausse otarie. Ils s'aperçoivent que ce n'est pas vivant, mais ils vont retourner plusieurs fois et tu vois qu'ils jouent avec la fausse otarie. Et ça dépend par le spécimen. Vous arrive de voir des spécimens de moins d'1,80 m, 1,50 m, des petits? Oui, et dans la fausse baie, pas. Si tu vois un spécimen de 2 mètres, c'est déjà très rare. Et je pense que 2 mètres exactement, je n'ai jamais vu dans la fausse baie. Peut-être 2 mètres et demi, oui, mais 2 mètres pas. Et il se passe quelquefois de voir des spécimens un peu plus petits à 15 baies, qui c'est à 2 heures et demie de voiture dans le nord-est. C'est plus loin par rapport à Cape Town. Mais tu dois monter encore sur le nord-est, le long de la côte sud-africaine pour arriver à Mossel Bay. À Mossel Bay, tu vas trouver aussi des spécimens de 2 mètres, des spécimens très petits. Et on pense que le requin blanc va naître à longueur qui va de 80 cm jusqu'à 1,5 m. Ça, c'est la longueur à la naissance. C'est-à-dire que un spécimen de 2 mètres, c'est très jeune. Mais ces spécimens-là ne sont pas dans le fausse baie. Oui, ils restent ensemble pour se protéger, peut-être, je ne sais pas. Ils restent ensemble, ils restent en groupe, les petits, pour se protéger Et oui, il faut dire qu'il y a dans le requin blanc, comme dans beaucoup d'espèces de requins, il y a des nursery areas, nous les appelons, c'est-à-dire des régions où on trouve seulement les petits et les mères. Et la plupart des fois, ces régions-là sont choisies car ils ont beaucoup de proies et ils ont peu de prédateurs. Et ils sont aussi tranquilles d'un point de vue de la courant, de la mer. Tu vas, par exemple, les trouver beaucoup pour les requins points noirs en Polynésie française, où tu vois les petits requins qui vont nager dans 1 mètre, 10 mètres d'eau. Ce sont des régions de ce genre-là. Pour les requins blancs, ne sont pas des régions qui sont très proches de la côte, c'est différent. Par exemple, en Méditerranée, nous avons une région comme ça, pour les petits, qui se situe entre la Tunisie et la Sicile, le Channel de Sicile, et le Channel de Tunisie, comme ils appellent. Et dans ces régions-là, tu vas trouver beaucoup de petits, aussi que quelques femelles gravides. Mais c'est sûr que dans la False Bay, tu n'as pas de petits et tu n'as pas de femelles gravides. Car dans toutes ces années, peut-être que nous avons vu des femelles gravides, mais ce n'était jamais évident. C'est-à-dire que s'ils sont passés par là, c'était du tout occasionnel. Une région qui peut être de reproduction along la côte africaine se situe plus au nord vers Madagascar. Par rapport à la reproduction, tout à l'heure, vous disiez qu'une femelle met bas, puisque le requin est ovovivipare, met bas entre 1 et 7 petits. Et 17. 17 ans. Entre 2 et 17. Voilà. Quelle est, à 1 an, la survie d'une portée? Est-ce qu'on a une notion, quand on sait qu'un poisson va pondre des milliers d'œufs, mais qu'il y aura 2% qui vont rester en survivance, puisque ce sont juste des ovipares, alors que sur un requin ovovivipare, on va se retrouver, est-ce que sur, mettons, une naissance d'une moyenne de 15 individus, est-ce qu'il y aura un individu qui va passer le stade de 1 an, ou est-ce qu'il y aura
14, 15, ou la totalité de la naissance qui va passer, puisque dans ce cas-là, le rendement de la reproduction est quand même beaucoup plus importante sur une espèce ovovivipare que sur une espèce vivipare. Oui, et il faut dire que bien sûr dans les requins ce sont 500 espèces. Tu as beaucoup de gènes différents de reproduction, c'est-à-dire que tu as aussi des espèces ovipares, vivipares placentales, vivipares aplacentales ou ovovipares, c'est la même chose. Et le requin blanc, bien sûr, c'est vivipare aplacental ou ovovivipare, comme on peut dire. Mais la chose importante, c'est que nous avons très peu de données sur les femelles gravides et les requins très jeunes dans les études bibliographiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas par rapport à ces arguments à propos de la mortalité des petits. Nous ne le savons pas en réalité, mais nous allons voir, nous connaissons très bien la diète des prédateurs marins en général, et nous savons que le requin blanc n'a pas des ennemis. C'est-à-dire que nous pouvons penser que de ces 17 petits qui vont naître, la plupart, la très grande part de ces petits-là va survivre, car ils n'ont pas de prédateurs. Car il n'y a pas de données à propos des requins qui vont manger notre requin blanc. Il y a eu des rapports, mais très rares, de requins blancs qui ont mangé notre requin blanc, des cas de cannibalisme. Très rares. Mais nous n'avons pas de données où un requin blanc qui est dans un bon état, vivant, va manger notre requin blanc qui est dans un bon état de salut. Mais nous avons eu des rapports où il y a, par exemple, un requin blanc qui a été pris à la maison. Il est très fatigué, presque mourant, alors c'est possible que notre requin blanc arrive et va le manger. Ça a été observé. Mais nous n'avons jamais vu aucun prédateur attaché et tuer un requin blanc, avec la seule exception d'un cas enregistré d'un orque qui allait, deux orques adultes qui ont attaché, tué un jeune requin blanc. Mais tu sais, on connaît très bien la diète de l'orque. Et c'est le seul cas rapporté. Nous savons qu'il y a des orques qui vont attacher et manger plutôt souvent des requins de différentes espèces, requins renards, requins gris, mais peut-être l'hypothèse c'est que ce sont seulement des populations des orques qui vont comme ça. Par exemple, les orques quelquefois vont entrer dans la baie, mais toutes les fois qu'ils sont entrés dans la baie, on a observé que les requins blancs ne changeaient pas le comportement. Et il n'y a pas eu des interactions, pas une seule interaction où les orques ont eu quelque genre d'interaction, ont essayé d'attacher les requins blancs. Et les requins blancs restent toujours tranquilles. Les orques viennent de la baie seulement, toujours, pour tuer, manger les dauphins. Quand tu as beaucoup de dauphins dans la baie, quelquefois les orques arrivent. Mais il n'y a pas d'interaction. Tandis que si tu vas en Californie, il y a eu beaucoup de rapports qui disent que quand les orques arrivent sur la région, les requins blancs s'enfuient. Et il n'est pas étrange que les cas enregistrés des orques qui ont mangé les requins blancs s'étaient passés en Californie. C'est-à-dire que mais nous ne pouvons pas, d'un seul cas, penser que l'orque est un prédateur commun des requins blancs. C'est-à-dire qu'à la fin, je pense que vraiment la plupart de ces requins-là, les requins blancs qui vont naître, vont rester vivants, à l'exception de tous les requins qui sont tués par l'homme. Le problème grand, c'est seulement l'homme. Le requin blanc n'a pas de prédateur naturel. Ça les rend particulièrement vulnérables à la pêche par les êtres humains. Est-ce qu'il existe des cas de cannibalisme intra-utérin chez le requin blanc? Non, il a été décrit, il a été rapporté par plusieurs livres, mais ce n'est pas vrai, il a été démontré que ce n'est pas vrai. La seule espèce où il a été rapporté, sûrement, c'est le requin taureau, Carcharias taurus. Le requin taureau, c'est la seule espèce où il y a eu le cannibalisme intra-utérin. Sur le tigre aussi, il a été reporté. Hein? Sur le requin tigre aussi. Non.
Non, seulement sur les requins taureaux. Il y a aussi des hypothèses, mais elles ne sont pas comprouvées. Et la chose amusante, c'est qui était découvert par un chercheur qui avait été en train d'examiner un requin taureau qui était mort. Et pour l'examiner, il a mis la main dans la cloaque, l'ouverture génitale. Il a été mordu par un des petits. les seuls petits qui étaient restés. Ah ouais, il mange les poissons. Il va près de la côte où il y a beaucoup de plancton. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de poissons qui vont manger le plancton. Il va près de la côte, il mange les poissons. Il mange beaucoup d'espèces de poissons, mais il préfère surtout les reins et les requins. Des autres espèces, non, pas de cette espèce. Beaucoup d'espèces, surtout du groupe que nous appelons les whaler sharks en anglais, c'est-à-dire les espèces du genre Carcharodon, surtout. Alors, c'est bon, merci. N'oubliez pas de prendre... Merci à Charles Centrale et merci à tout le monde de venir. Tu veux aller voir le livre? Pardon? Bonjour. Pardon? Oui, je vous ai reconnu. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas si c'est la majorité.